Bonjour à tous, un moment de philosophie que j'ai intitulé « Le plaisir est-il négatif ?» Alors tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton « S'abonner » qui est juste en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire à l'issue de la vidéo. C'est toujours intéressant d'avoir un retour sur son travail. Et les abonnements contribuent bien sûr au développement de la chaîne. Alors le plaisir est-il négatif? Vous allez me dire, mais c'est encore le goût de la philosophie pour les paradoxes que de proposer une telle question. Et c'est vrai que la philosophie aime à prendre le contre-pied des idées reçues. Alors j'ai intitulé ce moment de philo en référence à un grand philosophe célèbre, un philosophe allemand de la première moitié du XIXe siècle, qui est Arthur Schopenhauer. Et pour ceux qui veulent des références textuelles, je les renvoie notamment à l'ouvrage majeur d'Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté, comme représentation, dont la première édition a paru en 1819, et plus précisément au livre 4, chapitre 58. Il y a aussi un autre chapitre, si on veut un peu approfondir les choses, c'est dans les suppléments au livre 4, et plus précisément le supplément qui correspond au chapitre 46. Voilà. Pourquoi le plaisir est-il négatif? D'abord, il faut reconnaître que le plaisir est plutôt positif. C'est le cas pour l'écrasante majorité des personnes, y compris moi-même. En tout cas, si on prend le plaisir en tant que tel, en mettant de côté les éventuelles conséquences du plaisir. Mais Schopenhauer essaie de montrer que le plaisir a une dimension négative dans son essence ou dans sa réalité. Que nous dit Schopenhauer? Alors Schopenhauer a une thèse qui peut sembler étonnante au premier abord. Il affirme que dans la vie, tout ce qui est réellement ressenti est fondamentalement quelque chose de négatif. Alors parmi les choses négatives qui sont ressenties, c'est-à-dire ressenties positivement, qui frappent notre sensibilité, nos sensations, nos sens, il y a évidemment la douleur, la souffrance, la peur, la faim, la soif, l'inquiétude, tous les sentiments déplaisants comme l'insatisfaction, la frustration, l'ennui, le stress, etc. C'est un ensemble de sensations, de sentiments qui sont négatifs et qui marquent notre sensibilité et qui sont ressentis. Alors vous allez me dire, mais le plaisir aussi est ressenti, et Schopenhauer le sait très bien. Mais ce qui est fondamentalement ressenti dans l'existence humaine, ce par quoi paradoxalement l'existence humaine se ressent sa propre vie, le temps qui passe, ce sont les éléments négatifs que j'ai cités. Alors si le plaisir est ressenti, c'est qu'il est ressenti par rapport ou à partir de ces éléments négatifs. Et c'est justement la thèse de Schopenhauer. Le plaisir, il s'obtient par négation du négatif, par suppression, par anéantissement, annihilation d'un élément négatif qu'on a ressenti de façon antécédente. Schopenhauer prend plusieurs exemples pour le faire comprendre. Prenons par exemple le plaisir de la liberté. À quel moment ressent-on le plaisir de la liberté? Eh bien, Schopenhauer nous dit que nous le ressentons au moment de la libération. Quand nous avons été entravés, quand nous avons connu un obstacle, une contrainte, une obligation, quand nous avons été enserrés, engoncés dans quelque chose, et que tout d'un coup nous sommes libérés de cette contrainte, de cet élément négatif qui nous a marqués, cette libération constitue le sentiment de plaisir, la sensation de plaisir que l'on peut ressentir. Donc là on le voit, le plaisir de la liberté en l'occurrence, s'obtient par négation du négatif, par suppression du négatif. De fait, si on est libre au quotidien, si on est tout le temps libre, si on n'est jamais empêché, entravé, contraint, si on ne rencontre jamais d'obstacles au libre cours de nos actions, on ne ressent pas de libération, on ne ressent pas notre propre liberté.
On peut dire qu'elle est l'état ordinaire, l'état commun de notre existence, qui est tout à fait appréciable. Mais paradoxalement, la liberté n'est plus un plaisir, elle ne procure plus une joie. À la limite, pour la ressentir, il faut croiser quelqu'un qui ne jouit pas de cette liberté et qui offre un élément négatif en contraste de notre propre liberté. Il faut par empathie pouvoir ressentir la contrainte ou l'entrave que ressentent les autres, pouvoir se l'appliquer à soi-même à travers l'imagination et donc pouvoir revenir à notre propre liberté en étant rassuré et en ayant un sentiment de gratitude, de pouvoir jouir d'une liberté dont les autres sont privés. Ou alors il faut se ressouvenir de temps où nous n'avions pas la même liberté et dans ce contraste, dans cette opposition, dans cette contraposition, nous pouvons ressentir le plaisir de la liberté dont nous jouissons. Mais on voit bien que c'est indirect et que c'est un exercice mental, dirions-nous. Il y a une impression fugitive et atténuée de ce qui fut la contrainte et qui permet de ressentir le plaisir de la liberté dont on jouit dans le moment présent. Schopenhauer prend d'autres exemples pour bien faire comprendre sa pensée. Il prend notamment l'exemple de la santé. À quel moment tire-t-on du plaisir, ressentons une joie de notre bonne santé? Eh bien, quand nous avons été malades précédemment, atteints d'une pathologie, quand nous avons été souffrants et que nous recouvrons tout ou partie de nos facultés. Et donc, à ce moment-là, on a de nouveau le plaisir de respirer librement, de ne plus être obstrué, empêché. On a le plaisir de pouvoir se mouvoir, de retrouver une aisance, une liberté d'action. Et cette libération progressive nous fait ressentir le plaisir de la bonne santé. Évidemment, quand la santé devient l'état ordinaire de notre existence, elle n'est elle-même pas ressentie. Quelqu'un qui est en bonne santé depuis des mois, enfin qui n'a pas été malade, ne réfléchit même pas à sa bonne santé. Ça peut être un exercice que d'y réfléchir, de faire comme on a évoqué tout à l'heure pour la liberté, de ressentir par contraste par rapport à ce qui a été une maladie précédente, ce qu'est sa bonne santé actuelle. Mais on le voit, c'est très indirect, ça passe par la réflexion, ça passe par quelque chose d'extérieur, et ça n'est pas un plaisir direct, immédiat, tiré de ce qui serait une impression d'être en bonne santé. Et puis je prends un autre exemple pour enfoncer le clou, en tout cas pour plaider la cause de Schopenhauer, qui est l'exemple du bien-être. À quel moment est-ce qu'on ressent un bien-être? Eh bien, c'est surtout au moment où on est défait d'une certaine tension, où on peut se relâcher, se détendre, comme on dit, où on bénéficie d'un certain délassement. Par exemple, quand on revient d'une journée de travail qui est un peu harassante, quand on est un peu fourbu, quand on se met dans son canapé ou dans un fauteuil, vous savez, c'est ce que les Anglais appellent comfort, qui correspond à notre confort en français. C'est au sens propre du terme un réconfort, une consolation, quelque chose de douillet qui nous permet comment dirais-je, de laisser derrière nous les tensions de la journée et qui fait qu'on éprouve un véritable plaisir de se laisser aller à un bien-être. Ou prenons l'exemple du massage. Si on éprouve tant de bien-être dans le massage, c'est parce qu'on a des tensions dont parfois on n'est pas forcément conscient, qui sont un peu sous-jacentes. Et au moment où on va recevoir un massage, la personne elle appuie sur les points qui sont, si ce n'est douloureux, en tout cas vecteurs de tension. Et en défaisant les tensions, en relâchant le corps, au moment où on ressent ce relâchement, cette tension qui se dénoue, on éprouve un bien-être. Si le bien-être se prolonge, s'il devient durable, s'il devient constant, il n'est presque plus un bien-être au sens où il ne marque plus notre sensibilité. Voilà, alors les trois exemples, moi j'ai pris l'exemple du bien-être, mais si je veux être tout à fait précis, dans l'un des textes que j'ai cités tout à l'heure, le supplément au livre 4, le chapitre 46, Schopenhauer prend trois exemples. Il prend l'exemple de la liberté, il prend l'exemple de la santé, il prend l'exemple, c'est un peu plus surprenant, de la jeunesse. Alors la jeunesse, pareil, quand on est jeune, est-ce qu'on éprouve le plaisir d'être jeune?
peut-être par contraste avec les personnes qui ne sont plus jeunes forcément. Mais c'est peut-être aussi au moment où on perd une partie de sa jeunesse, on voit notre jeunesse s'enfuir et qu'on conserve encore peut-être une partie de la jeunesse, qu'on peut à la fois avoir un plaisir rétrospectif nostalgique de la jeunesse qui nous quitte et puis le plaisir d'avoir encore une partie de cette jeunesse dont on peut toujours jouir. Donc voilà la thèse de Schopenhauer. Tout plaisir s'obtient par l'annulation, la suppression d'un élément négatif qui l'a précédé. Il existe par rapport à autre chose. Ça vaut pour tout plaisir. J'ai évoqué de façon fugitive tout à l'heure le désir, mais quand on a un désir, on a une forme d'inconfort. Le désir, c'est une tension qui cherche à se dénouer, qui cherche à se résoudre. Dans l'assouvissement du désir, dans le fait de posséder un objet qu'on veut conquérir, ou une situation, ou un état auquel on veut aboutir. Et si on ne satisfait pas ce désir, on finit dans la frustration, dans l'insatisfaction. Si on cherche tant à satisfaire nos désirs, c'est que le désir lui-même n'est pas très confortable. Sinon, on continuerait de rester dans le désir et on se passerait bien de chercher à l'assouvir. Il y avait un auteur très célèbre qui l'avait très bien souligné, c'était John Locke. John Locke avait décrit le désir comme uneasiness, c'est-à-dire, en anglais, donc c'est-à-dire inconfort, incommodité. En fait, il donnait la clé d'une certaine phrase d'Aristote qui avait dit « le moteur de nos actions, c'est le désir ». Et John Locke, il pousse un peu plus loin la réflexion sur le désir. Et si le désir est moteur d'action pour nous, c'est parce qu'il est un certain inconfort et qui fait que, comme un petit aiguillon, il nous pousse à agir pour obtenir l'objet qu'on désire et donc pour nous sortir de notre inertie naturelle, de notre torpeur dans laquelle nous pourrions rester si nous n'avions pas cet aiguillon du désir, cette petite incommodité qui nous fait agir. Donc vous voyez, tout plaisir, en tout cas pour Schopenhauer, s'obtient à partir d'un inconfort, d'une incommodité, d'une douleur, d'une souffrance même parfois, qui vient à cesser, dont on est libéré et qui produit ce sentiment apprécié de tous, qui est le plaisir. Donc voilà pour cette première partie de la vidéo, mais attention, Schopenhauer ne confond pas plaisir et bonheur, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors deuxième partie de la vidéo consacrée à la définition que Schopenhauer donne du bonheur. Alors on l'a vu pour Schopenhauer, le plaisir c'est une négativité. Le plaisir s'obtient par négation du négatif. On l'a expliqué par les exemples que j'ai donnés et puis même par la considération générale du désir et du plaisir qui vient de l'assouvissement d'un désir qui vient de la suppression d'une tension qui a précédé. Mais que dire du bonheur? Schopenhauer ne confond pas bonheur et plaisir. Si le plaisir est une négativité, le bonheur, lui, est une privation. Le bonheur est une absence. C'est une absence de douleur, pour Schopenhauer, une absence de douleur, une absence de souffrance, une absence d'inconfort. C'est une forme de plénitude qui ne comporte pas de manque. Le bonheur n'est pas marqué, comment dirais-je, on peut le définir par une absence, mais on ne peut pas le définir par un manque. Il y a une phrase célèbre de Platon qui dit « le désir vient du manque ». Et oui, si le bonheur était un manque, il nous ferait rentrer de nouveau dans la dynamique du désir et du plaisir. Le bonheur, c'est donc une catégorie, c'est donc un état qui est différent du plaisir. On ne peut même pas dire que ce soit un sentiment, puisque, on l'a vu pour Schopenhauer, tout ce qui est réellement ressenti est négatif ou est ressenti par rapport à du négatif. C'est pour ça que le plaisir est positivement ressenti. En tout cas, il est positivement ressenti, mais il est ressenti par négation par rapport à quelque chose qui le précède. Le bonheur étant une absence, il est un paradoxe en lui-même. C'est un paradoxe parce que du point de vue de notre sensibilité, comme c'est une absence, comme c'est un état de plénitude qui ne se définit pas par une souffrance antécédente, du point de vue de notre sensibilité, c'est une forme de vacuité, c'est une nullité, c'est un néant de sensations, de sentiments.
D'une certaine façon, le bonheur est un état qui n'est pas un sentiment qui ne se ressent pas. On pourrait le définir de la façon suivante, le bonheur, il est comme s'il n'était pas. Le bonheur, c'est un état, mais dont la réalité est presque d'être un néant du point de vue de notre sensibilité. Alors l'expression que je viens d'employer, le bonheur est comme s'il n'était pas, c'est une expression célèbre qui est employée par un auteur que j'aime beaucoup, qui est un physicien, un philosophe du XVIIe siècle, à savoir Galilée. Et Galilée, il dit ça du mouvement de la Terre. Parce que là, la Terre est en mouvement, je suis en mouvement comme vous sur la Terre, mais le mouvement de la Terre, nous ne le ressentons pas. Ce mouvement, il a une réalité, mais du point de vue de notre sensibilité immédiate, il est comme s'il n'était pas. Et c'est toute l'énigme et c'est tout le paradoxe du bonheur tel que le définit Schopenhauer. Alors il faut dire que Schopenhauer n'est pas le premier à définir le bonheur par l'absence de souffrance ou l'absence de douleur. Il renoue avec une tradition qui nous vient de l'Antiquité, qui nous vient de l'épicurisme notamment. Les épicuriens définissaient le bonheur comme une absence de souffrance, ataraxie, le A étant privatif, et une absence de douleur physique, l'aponie. Donc Schopenhauer renoue avec cette tradition. Mais je dirais Schopenhauer va un peu plus loin, approfondit ce paradoxe qu'est le bonheur. Il prend des exemples très célèbres. Il prend l'exemple du temps heureux, du temps d'un moment heureux ou d'un temps qui est passé dans la plénitude d'un bonheur. Et il nous dit la chose suivante, mais finalement les moments les plus heureux de notre vie, paradoxalement, nous ne les ressentons pas, ou en tout cas nous ne ressentons pas leur passage. Quand on passe un moment très heureux, parfois on dit « tiens, mais je n'ai pas vu le temps passer ». Le temps s'est enfui sans que je m'en rende compte, je n'ai pas ressenti le temps de ce bonheur. Alors qu'on sait bien que la souffrance, la douleur, l'ennui font ressentir de façon cruelle le temps qui passe. C'est le paradoxe du bonheur que une seconde de souffrance ou de douleur pèse peut-être plus du point de vue de notre sensibilité qu'une heure de bonheur qui passe parfois sans qu'on s'en aperçoive. Il y a d'autres paradoxes qui touchent cette définition du bonheur telle que Schopenhauer la met en avant. C'est que, bon, on l'a vu, le bonheur c'est presque un néant du point de vue de notre sensibilité. Il est comme s'il n'était pas. On vient de voir aussi que paradoxalement il pèse peut-être moins que la souffrance, la douleur, l'ennui ou l'inconfort dans notre vie, alors qu'il est pourtant censé être un état de plénitude. Puis un autre paradoxe, c'est que le bonheur peut finir par une mécanique perverse de notre existence, de nos sentiments, peut finir par produire le contraire de ce qu'il est. Et oui, étant donné qu'il n'est lui-même pas ressenti, étant donné qu'il est une certaine vacuité, étant donné qu'il se définit par le fait de ne manquer de rien, de n'avoir rien à désirer, de n'avoir aucune préoccupation de l'esprit, ce bonheur, il peut, et sa vacuité d'une certaine façon, ces deux éléments peuvent déboucher sur le fait de ressentir un certain ennui. Et cet ennui, il nous replonge d'abord dans quelque chose de négatif et il a tendance à nous replonger dans la dynamique du désir qui nous pousse à échapper à l'ennui. Et donc Schopenhauer, on le voit, il nous dit que finalement ce bonheur, paradoxalement, il n'est pas à même peut-être de satisfaire l'être humain. Schopenhauer renoue ainsi avec des analyses célèbres de Blaise Pascal, de Rousseau, en tout cas il renoue avec leurs intuitions, à savoir que l'être humain cherche à éviter de penser à lui, a tendance toujours à retomber dans un ennui propre à son existence et a tendance à fuir cet ennui à travers une dynamique indéfinie de la souffrance, du désir et du plaisir, dynamique qui permet au cœur humain de se divertir de cet ennui qui toujours le menace. Donc vous voyez, on aboutit à des paradoxes, et si je voulais résumer les choses au sujet de la souffrance, du plaisir et du bonheur, on a ce paradoxe, c'est un mot qui revient toujours pour désigner cette thèse,
on a ce paradoxe que les choses qui sont des valeurs négatives, la souffrance, la douleur, l'inquiétude, le stress, l'inconfort, l'insatisfaction, la frustration, l'ennui, etc. Ces valeurs négatives pour notre sensibilité sont pourtant ressenties positivement, c'est-à-dire qu'elles marquent notre sensibilité, elles se font, ces choses négatives, elles se font ressentir. En revanche, les valeurs positives, le bonheur je laisse de côté pour l'instant, je devrais plutôt dire le plaisir, la joie. Ces valeurs positives, elles se ressentent plutôt négativement ou par négation. Elles se ressentent par rapport ou à partir de quelque chose de négatif. On l'a dit au sujet du plaisir, au sujet de la joie. On éprouve un certain plaisir quand on est libéré d'un élément négatif qui a précédé. Et puis, concernant le bonheur, lui-même n'est pas un élément négatif, c'est plutôt une privation et il ne se ressent pas à proprement parler. Il faut un effort de réflexion pour revenir à son propre bonheur, se donner l'idée de son propre bonheur, mais en lui-même, il ne marque pas, il ne frappe pas notre sensibilité, il n'y laisse pas une empreinte qui soit comparable à celle de la souffrance. Voilà pour cette fameuse thèse de Schopenhauer, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec cette thèse radicale de Schopenhauer. À titre personnel, je ne suis pas totalement convaincu, mais c'est une thèse à connaître, elle est très importante. Et même si on n'est pas d'accord avec tous les aspects de cette thèse, Schopenhauer est quand même un grand philosophe, il a des intuitions profondes sur l'existence humaine qui ne sont pas négligeables. Merci de votre attention, je vous dis à bientôt.